passer maintenant au deuxième exposé de la première moitié de l'après-midi et j'ai le grand plaisir d'introduire le professeur Elizabeth Spelke, qui est professeur de psychologie à l'université de Harvard et qui nous fait l'honneur de traverser l'Atlantique spécialement pour nous. Je le remercie tout particulièrement, d'autant qu'elle va nous parler en français, ce qui est un deuxième challenge. Et je dirais simplement qu'Elizabeth Spelke est l'une des plus grandes spécialistes au niveau mondial du développement de l'enfant, qu'elle étudie depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Elle faisait partie d'ailleurs du célèbre colloque de Royaumont, qui, il y a de nombreuses années, publié sous la direction de Massimo Piatelli-Palmerini, avait défini dans une grande mesure le champ des sciences cognitives et a joué un rôle fondamental dans la fondation des sciences cognitives en France. Et Elisabeth travaille donc sur tous les aspects du développement précoce de l'enfant, avec la mise en place de méthodologies spécifiques pour étudier ce qu'un bébé pense, comment il pense et quelle pensée peut exister en l'absence de langage chez des enfants qui ne parlent pas encore, mais quelle pensée se développe aussi par la suite lorsque l'enfant acquiert des mots et devient capable de formuler les pensées verbalement. Alors, nous avons collaboré depuis de nombreuses années avec Elisabeth, nous avons publié ensemble il y a 19 ans exactement. Nous ne sommes pas toujours en accord non plus sur le rôle du langage, donc je suis très impatient d'écouter cet exposé sur le rôle du langage dans le développement du noyau de connaissances de l'enfant. Merci beaucoup, Stan. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs de ce colloque. En revenant aujourd'hui, je me suis souvenu de beaucoup d'heures très heureuses que j'ai passées ici l'année dernière quand j'étais en partie en France. Et je me rends compte maintenant combien vous me manquiez. Alors, je suis très contente d'être revenue. Une autre chose, Stan, je te prie de me dire quand j'arrive au but, parce que comme il sait, je suis très mauvais non seulement en français, mais avec le temps, ça va pas du tout. OK, comme Stan disait, je suis psychologue développemental et chez moi, aux États-Unis, la psychologie développementale est considérée comme un domaine secondaire de la psychologie expérimentale. L'idée, c'est que l'enjeu principal, c'est de travailler sur l'adulte pour savoir comment marchent nos cerveaux, notre esprit. Et après, à fur et à mesure qu'on a des résultats là-bas, on tourne à l'enfant pour savoir comment ça se développe. Mais il y a toujours eu, enfin, il y a longtemps eu, dans les pays francophones, une approche différente. Je pense surtout à la théorie et les recherches piagétiennes qui a mis l'enfant et son développement au centre des questions sur non seulement les origines de l'intelligence, mais la nature de l'intelligence de notre espèce. Pendant les dernières décennies, je crois que pas mal de conclusions spécifiques de la tradition piagétienne ont été mises en question. Par contre, l'idée de base que le problème de comprendre comment un enfant peut se développer, l'intelligence qu'il manifeste au cours de son développement, c'est absolument central pour connaître la nature de l'intelligence humaine chez nous. Et je crois que surtout pendant les dernières 10 ou 20 ans, lorsque la psychologie expérimentale devient de plus en plus les sciences cognitives pluridisciplinaires, y compris dans l'informatique et l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de raisons de s'interroger sur les capacités du jeune enfant. Pourquoi? Parce que je crois que pendant les 5 dernières années de la vie, les enfants manifestent une capacité d'apprendre qui n'a pas d'équivalent dans n'importe quel autre organisme ou bien n'importe quel autre
entités, surtout y compris les ordinateurs de notre monde. Donc, il nous donne le meilleur exemple que nous avons de l'intelligence générale. Et on voit ça parce que on voit dans les premières 5 années, non seulement que l'enfant maîtrise sa langue, mais il maîtrise une grande partie de ce que compose notre sens commun. Des intuitions qui lui permettent de comprendre ce qui se passe dans le monde physique, une physique intuitive, ce qui se passe dans le monde vivant, une biologie intuitive, et ce qui se passe bien sûr dans leur société. Et les sociétés humaines sont bien sûr extrêmement variables, extrêmement riches et variables, puisque notre espèce, depuis longtemps, a colonisé toute la planète. Il y a beaucoup de variabilité dans les environnements physiques des bébés, dans les environnements biologiques et surtout dans l'environnement social et culturel. Alors, de ça, puisque le point initial du développement du bébé est le même partout dans le monde, la question se pose, qu'est-ce qui rend les enfants aussi habiles à apprendre à vivre et à réfléchir et à penser dans tant d'environnements différents? Alors, c'est ça la question que je soulève aujourd'hui. Mon plan est d'abord d'introduire la notion de core knowledge, que je traduirai, je crois que c'est toi, Stan, qui m'a proposé noyau de connaissances. Et le point de départ du développement de l'intelligence de l'enfant que ces noyaux fournissent. Après, je vais vous donner juste un exemple précoce de l'apprentissage prodigieux des enfants. Et j'ai choisi un exemple, un changement qui a lieu à la fin de la première année de la vie. Et je vous offrir une hypothèse pour expliquer d'abord étroitement ce changement à 12 mois. Mais plus généralement, c'est une hypothèse qui aspire à expliquer l'intelligence humaine plus largement et son développement dans l'enfance, et que j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui parce que il met en premier plan l'acquisition de la langue maternelle de l'enfant. Alors, les noyaux de connaissances, je crois qu'il y en a au moins 6. Il y a un système pour représenter et raisonner sur les objets, leurs motions, leurs propriétés mécaniques. Un système pour représenter les actions des personnes qui agissent sur le monde et qui causent des changements dans l'état du monde selon les principes d'une psychologie intuitive et je crois aussi d'une économie intuitive. Un système pour raisonner, encore une fois, sur les personnes, mais maintenant considérées non comme agents qui agissent sur le monde inanimé, mais comme personnes qui interagissent, qui ont des expériences et qui peuvent s'engager pour communiquer ces expériences les unes vers les autres. Et 3 systèmes dont je parlerai très très peu aujourd'hui, je regrette ça après les talks magnifiques de ce matin sur les mathématiques, mais 3 systèmes d'où viennent, je crois, nos intuitions mathématiques, un système de représentation des nombres et 2 systèmes de représentation des propriétés géométriques de l'espace d'une part et des formes de l'autre part. Ces systèmes sont constitués, chaque système est constitué de concepts abstraits et interconnectés. Et je vais vous donner des exemples aujourd'hui.
Chaque système, en plus, présente de fortes limites. Bien qu'il nous donne accès à des notions abstraites, les enfants commencent avec très, très peu de notions sur les propriétés plus superficielles des objets, des personnes, des actions qu'ils vont voir. Ces systèmes ne sont pas propres uniques à l'homme, ils sont présents chez beaucoup d'autres espèces d'animaux, ce qui veut dire qu'on parle des systèmes cognitifs qui ont été marqués par des centaines de millions d'années d'évolution. Ils sont innés et ils restent présents tout au long de la vie et ils forment les fondements des apprentissages des enfants. Alors, je ne peux pas parler de tout ça aujourd'hui. Si vous voulez vous disputer avec moi sur l'innéisme, je veux bien. On le fera s'il y a du temps dans la discussion. Mais je vais parler surtout des deux premiers systèmes et deux premières propriétés pour illustrer les noyaux de connaissances et la recherche qui le relève. Et après, je sauterai aux dernières propriétés et à ce changement que la recherche a illuminé vers la fin de la première année. Alors, pour les objets, je vais aujourd'hui parler juste d'une seule situation expérimentale, et c'est celle-ci. C'est une situation où on présente au bébé une scène où il y a deux écrans et un objet qui se déplace derrière les deux écrans et qui bouge d'une façon régulière d'un côté et puis de l'autre derrière ces deux écrans. C'est une situation qui a été beaucoup étudiée par les psychologues développementaux grâce à la théorie et la recherche de Piaget, qui a souligné que c'est une situation qui pourrait poser des problèmes puisque l'enfant va être confronté avec trois apparitions de cet objet à trois endroits différents. Qu'est-ce qu'il conçoit? Alors, pour savoir, les expérimentateurs ont utilisé deux méthodes différentes mais liées. En commençant par la première méthode, ça focalise sur une capacité que montre le bébé dès la naissance. C'est une capacité de s'orienter vers ce qui se passe et surtout ce qui est nouveau, ce dont il ne peut pas déjà prévoir qu'est-ce qui va arriver. Alors, on peut mesurer ça en regardant le temps de regard de l'enfant pendant qu'on présente un événement à lui. Et ici, ça veut dire on laisse passer l'objet derrière l'écran d'une façon répétitive et on attend que l'attention de l'enfant diminue. Une fois diminué, on laisse l'objet se cacher derrière l'écran le plus près. Et on enlève les deux écrans en présentant soit un objet où cet objet a disparu, soit deux objets. Et l'idée, c'est que si l'enfant attendait à voir un objet et il en a marre, puisqu'il a vu ça répétitivement, il va être plus intéressé par le dispositif de deux objets. Et c'est ça le résultat qui a été obtenu. Bien sûr, il y a une explication possible alternative, c'est-à-dire peut-être il y a une préférence intrinsèque pour un dispositif ayant deux objets. Pour tester ça, je vous ai donné seulement la moitié de cette expérience. Il y avait une deuxième condition qui était identique à la première, sauf que rien n'était visible entre les deux écrans, au milieu du dispositif. L'enfant regardait de façon répétitive pendant la période de familiarisation un objet qui disparaissait derrière l'écran à gauche et un objet qui apparaissait après une pause derrière l'écran droit et rien entre les deux. Et dans ce cas, les préférences entre un objet et deux objets sont inversées. C'est-à-dire l'enfant attendait deux objets dans le deuxième cas et un objet dans le premier cas. Ce qui suggère que l'enfant a représenté le trajet continu du premier objet et la discontinuité dans le trajet dans le deuxième dispositif. Alors ça, c'est la méthode de regard préférentiel. L'autre méthode qui a été utilisée et
dont je ferai appel aujourd'hui à plusieurs endroits. Donc, je le décris aussi. Le logique, c'est pareil. Mais la méthode repose sur la capacité qu'on voit pour la première fois vers 7-8 mois. J'aurais dû dire que ces expériences-là ont été faites avec les enfants à l'âge de 2 mois. On obtient ces résultats à partir de 2 mois chez les enfants humains. On les atteint à la naissance dans les recherches avec les oiseaux et d'autres animaux. Mais pour cette méthode que je vais décrire maintenant, il faut attendre que le bébé soit capable de faire du reaching pour saisir un objet caché. Et ça arrive vers 7-8 mois. Alors, la méthode, c'est très simple. Il y a un expérimentateur, je vais le faire en geste, qui présente une boîte et qui montre à l'enfant que la boîte est vide. Puis, l'expérimentateur prend un objet de derrière son dos, met l'objet dans la boîte, puis retire l'objet pour la montrer de nouveau à l'enfant, puis remet l'objet dans la boîte et retire sa main vide. Okay? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est pareil, sauf que après avoir mis l'objet dans la boîte, le premier objet dans la boîte, la main sort vide. Okay? Alors, dans les deux conditions, on a la même situation de continuité dans un cas et discontinuité dans l'autre cas. Et pour la mesure, on triche. On fait en sorte qu'il n'y ait qu'un objet dans la boîte, dans les deux conditions. On donne la boîte à l'enfant, on le laisse chercher et retirer le premier objet et on observe ce qui se passe après. Si l'enfant attendait 2 objets, il devrait retourner dans la boîte, chercher le deuxième objet. Et c'est ce qu'ils ont obtenu dans la condition non continue. Dans la condition continue, l'enfant est content après avoir retiré le premier objet. Donc, 2 méthodes différentes. Une situation et une conclusion. Il y a au moins une propriété abstraite de l'objet, la persistance, la continuité dans l'espace et le temps, qui est présent dès l'âge de 2 mois chez l'humain et à la naissance pour plusieurs autres animaux. Qui guide le bébé à interpréter ce qui se passe dans les événements tout à fait ordinaires, mais très difficiles pour les ordinateurs, par exemple, à résoudre, où les objets se déplacent dans les environnements où ils se cachent et puis ils reviennent. Avec ces 2 méthodes, les expériences ont montré d'autres propriétés abstraites que respecte le bébé. Il représente les objets comme cohésifs, ce qui veut dire que si 2 objets sont présentés alors qu'un des 2 se déplace relative à l'autre, le bébé peut faire l'inférence qu'il y a 2 objets dans la scène, bien qu'il ne voit jamais de l'espace entre les 2. Les objets touchent tout le temps. Ils peuvent aussi faire l'inférence d'une connexion entre 2 parties visibles d'un objet qui se déplace rigidement, bien qu'il n'a jamais l'occasion de voir ces 2 parties connectées. Ils peuvent aussi faire des inférences sur la solidité d'un objet qui bouge vers des autres objets et ils font l'inférence que l'objet ne passera pas à travers un objet qui est dans son chemin. Et l'inférence liée que si un objet passe derrière un écran où il y a déjà un deuxième objet qui ne bouge pas et le deuxième objet commence à bouger, l'enfant fera l'inférence que le premier objet a frappé le deuxième, que les 2 objets étaient en contact. Et toutes ces capacités se développent avant l'âge de 6 mois et elles sont interconnectées. C'est-à-dire, si on montre, comme a fait Susan Carey, aux enfants qu'un objet
ce que semble être un objet n'est pas cohésif. En fait, c'est un tas de sable. Alors, à ce moment-là, étant donné que l'objet n'est pas cohésif, l'enfant ne fera pas l'inférence qu'il est contenu dans le temps, qu'il interagira avec d'autres objets au contact, etc. Ce ne sont pas une liste de propriétés séparées, c'est un système de connaissances liées. Mais c'est un système très limité. Et je vous donne un exemple des limites en utilisant le même paradigme qu'avant. Ça, c'est une recherche très célèbre de Fei Xu et Susan Carey, enfin célèbre en psychologie. Ils ont utilisé un grand écran au lieu de deux petits écrans séparés. L'écran est présent dès le début de la période de familiarisation. Donc, l'enfant ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Mais il y a une main vide qui entre derrière l'écran et qui retire un ballon et puis le remet. Et puis, la main va de l'autre côté et retire un petit jouet, rubber ducky en anglais, un petit canard, et le remet. Et cet événement se répète plusieurs fois. Et quand l'enfant en a assez, il enlève l'écran et il présente soit deux objets, soit un objet. Et cette condition est comparée aux conditions où c'est toujours un ballon qui apparaît des deux côtés, ou bien des conditions où les objets sont montrés séparés dès le début. Dans les conditions, le résultat principal, c'est que jusqu'à l'âge de 10 mois, que pour les chercheurs comme moi qui étudient les enfants, ça veut dire des très, très vieux enfants, jusqu'à l'âge de 10 mois, il n'y a pas de réaction différente pour le cas où c'est deux objets que où c'est un objet qui apparaît. Les enfants, il n'y a pas d'évidence qui font l'inférence que si c'était un ballon et maintenant c'est un canard, ce sont deux objets, il y a deux objets cachés derrière l'écran. On pouvait imaginer que c'était un problème de mémoire. Peut-être ils ont oublié le premier objet, mais des recherches successives de Xu et Carey ont exclu cette possibilité parce qu'on peut faire une expérience où tout est visible tout le temps. Le canard est assis sur un autre objet. Ils ont utilisé une voiture, je crois. Et l'expérimentateur saisit la tête du canard, le lève et la question, est-ce que l'enfant attend que le camion va se lever avec le canard et il va se comporter comme un objet, ou bien le camion va rester sur la table comme deux objets. Et là encore, à 10 mois, les enfants sont ouverts à les deux possibilités. Ils ont l'air de représenter cette situation d'une façon ambiguë. Alors, on pourrait quand même penser qu'à 10 mois ou avant 10 mois, avant 12 mois au fait, les enfants ne reconnaissent pas ces objets. Mais il y a pas mal d'observations de Xu et Carey et des expériences faites par d'autres chercheurs qui suggèrent fortement que ce n'est pas le cas. Parce que le même enfant qui réagira comme si c'était peut-être un canard-camion ou bien un canard et un camion, feront des choses comme ça pendant qu'ils regardent les événements. Ils ont l'air de très bien reconnaître que dans un cas, c'est quelque chose qui est associé avec les sons d'un canard et dans l'autre avec les activités qu'on fait avec une voiture. Alors, il paraît dans ce cas que les enfants reconnaissent les formes et les fonctions de ces jouets qui représentent des objets, mais ils n'utilisent pas ces informations pour trouver les frontières ou la continuité des objets. C'est ça la limite. J'ai presque pas de temps. Je vais plus vite. Mais si on va au deuxième noyau de connaissance, la connaissance sur les actions et les agents, on voit une chose différente. Les enfants utilisent les formes et les actions pour reconnaître les agents. Ils percevront deux objets quand ils voient une main qui tient une balle.
S'ils voient le mouvement en commun de deux objets, dont un de ces deux objets est un visage, ils vont faire l'inférence que la source du mouvement, c'est l'objet avec le visage. Les deux objets sont séparés et c'est l'objet avec le visage qui est la source du mouvement. S'ils regardent la situation de collision que j'ai décrit avec deux objets inanimés, mais en substituant deux objets animés et surtout deux personnes qui marchent derrière l'écran, ils attribuent aux personnes la possibilité de commencer leur mouvement sans être touchées par quelque chose, par une force extérieure. Et aussi, ils font l'inférence qu'un agent dirige ses actions intentionnelles vers des buts et qu'il agit aussi efficacement que possible dans la situation pour obtenir ce but. Et ces propriétés aussi sont interconnectées. Parce que j'ai gaspillé trop de temps, je ne vais pas vraiment vous parler de nos recherches récentes qui ont montré ça, mais ils montrent que quand les enfants voient des événements où un caractère, celui au milieu, visite aussi fréquemment deux autres objets, mais il prend une action plus coûteuse pour arriver à un objet que d'arriver à l'autre, qu'il préfère l'objet, il donne plus de valeur à l'objet où il a fait plus d'efforts pour y arriver. Mais le concept noyau d'agir a aussi ses limites. Avant 5 mois, les enfants peuvent faire très peu de choses. Le développement moteur est beaucoup plus lent que le développement cognitif à ces âges-là. Ils ne comprennent pas les mécanismes causaux derrière beaucoup d'actions qu'ils voient, comme l'action de saisir un objet et l'entraîner dans la main. Et ils ne déduisent pas les objectifs des plans d'action à plusieurs étapes. Et là, je crois que même aujourd'hui, les meilleures recherches étaient les expériences piagétiennes qui montrent que si vous présentez à l'enfant un adulte qui veut un objet qui est trop loin pour le saisir directement, mais il est sur un tapis et l'adulte tire le tapis pour faire approcher l'objet, pour le jeune enfant, le but de cette action de tirer le tapis, c'est le tapis, c'est pas l'objet, bien qu'il voit l'adulte qui prend l'objet après. Et ça a été reproduit dans maintes expériences depuis Piaget. Donc, la notion initiale d'un agent est à la fois abstraite et très limitée. Alors, je vais passer des noyaux de connaissances à ce changement qui a lieu à la fin de la première année. À 12 mois, Zhu et Carrie ont obtenu un résultat tout à fait différent que celui que je viens de vous décrire. 2 mois plus tard, l'enfant attend à voir 2 objets dans cette situation. Et à 11 mois, il y a des enfants qui réussissent et les enfants qui échouent. Et on peut les séparer selon la réponse de leurs parents sur la question « Est-ce que vous avez l'impression que votre enfant comprend le mot canard ou le mot ballon ?» Okay? Mais pour tester cette relation entre le langage d'une part et la représentation de ces événements de l'autre part, Fei Shu a fait des expériences où elle prend cette situation pour les enfants de 9 mois. Donc des enfants où on peut être quasiment sûr qu'ils vont échouer sans langage. Et quand la personne qui retire le canard dit « Regarde le canard », et quand elle retire le ballon, elle dit « Regarde le ballon », là, les enfants attendent d'avoir 2 objets. Ça marche aussi avec les objets non familiers et les mots inventés. S'il y a 2 phrases différentes et des noms inventés, l'enfant de 9 mois attend d'avoir 2 objets. Par contre, s'il y a 2 expressions émotionnelles distinctes aux 2 objets, la personne a l'air ravie de voir un objet et dégoûtée par l'autre objet, ça ne marche pas.
Ça marche uniquement si la personne emploie 2 phrases nominales ayant de noms différents. Dans ces conditions. Et ils ont montré dans d'autres expériences que quand il y a, les enfants entendent 2 noms différents à 9 mois, ils entendent non seulement avoir 2 objets, mais avoir 2 formes différentes et 2 fonctions différentes. Donc, l'hypothèse, c'est que l'enfant apprend les noms dont la signification provient de 3 noyaux de connaissances. Les 2 que j'avais décrits et le 3e, c'est un système pour représenter les formes des objets. Ils ont appris aussi pendant la première année que regarde est une invitation sociale, une invitation à s'engager pour partager attention à quelque chose hors de nous. Et quand ils acquièrent la capacité de former des expressions qui combinent l'invitation sociale avec une phrase désignant un objet comme un membre d'une classe. Alors, à ce moment-là, il interprète cette expression en disant qu'il existe 2 objets différents auxquels l'interlocuteur, l'adulte, veut partager l'expérience. Et à travers ces paroles, je crois que les enfants commencent à comprendre que les gens qui lui parlent considèrent cette distinction entre le canard et la balle, ou entre les objets, les classes d'objets nommés par ces phrases, considèrent ces différences comme ayant des différences importantes pour suivre ce qui se passe dans l'environnement et l'interpréter. Alors, l'hypothèse généralisée, je vais le dire très vite, c'est l'air 3 minutes. Attends, je crois que j'y arriverai alors. OK. L'hypothèse généralisée, c'est que notre espèce possède un système permettant de composer de nouveaux concepts à partir des noyaux de connaissances et selon les règles productives. Et je crois que c'est un système qui devient actif à fur et à mesure que l'enfant apprend sa langue maternelle. Ce qui est essentiel pour ce système, je crois, c'est que toutes les langues, donc la langue maternelle, comprend un lexique ouvert, un lexique où nous continuons à ajouter les mots pendant toute la vie. Un système de règles pour former de nouvelles expressions selon les propriétés grammaticales des mots et non seulement non pas selon leur sens, et une sémantique de composition. C'est-à-dire, une fois que l'enfant a maîtrisé le sens de chaque mot et les règles pour les composer, il peut construire le sens de toute l'expression la première fois qu'il l'entend. Et c'est une capacité qui sert beaucoup pour l'acquisition des mots. La plupart des mots dont nous connaissons le sens, ce n'est pas à travers les actes d'ostension directe. C'est parce que nous les entendons dans les phrases où le sens des autres parties de la phrase nous donne beaucoup d'informations sur le sens du mot nouveau. Je crois que c'est comme ça que l'enfant apprend les mots pour les nombres, comme toi. Non pas en regardant 3 objets en même temps qu'ils entendent ce mot, mais en entendant les phrases où ce mot est utilisé d'une façon qui fait en relève ses propriétés numériques. Et je crois que bien qu'il existe de border collies, des chiens très doués pour apprendre des mots seuls par des actes d'ostension, je crois que cette capacité d'apprendre de développer un lexique à partir des expressions complexes dans lesquelles de nouveaux mots apparaissent, ça c'est unique à notre espèce. Et je crois que cette acquisition, l'acquisition de la langue maternelle favorise l'acquisition conceptuelle de concepts rapides et productifs et adaptés à l'environnement spécifique de l'enfant.
qu'il observe pendant qu'il apprend sa langue et beaucoup d'autres choses. Parce que les règles linguistiques génèrent un ensemble infini de concepts, une fois qu'ils sont liés aux représentations des systèmes des noyaux dans les noyaux de connaissances, et parce que les enfants apprennent leur langue en écoutant les personnes de leur milieu, et les personnes parlent des choses qu'ils considèrent comme importantes et pertinentes à la situation dans laquelle lui et l'enfant parle. Alors, la productivité de langage, je crois, peut expliquer notre penchant à classer les objets dans n'importe quel environnement. Et ça aussi, c'est spécifique à l'homme. Bien sûr, il y a beaucoup d'animaux, la plupart probablement, qui s'intéressent à des catégories particulières d'objets qui leur sont importants pour la survie. Mais nous, et on voit ça chez l'enfant de 18 mois, nous nous intéressons à n'importe quel objet qui nous est présenté. Pendant la deuxième année, ceux parmi vous qui ont passé du temps avec les enfants de 2 ans, vous connaissez très bien cette période où l'enfant vous demande à chaque instant « c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça ?» Et ils attendent à une réponse qui peut révéler à la fois la forme et la fonction et le nom de cet objet. Nous considérons comme adultes que les objets de chaque classe ont une nature essentielle et à la fois nous savons très bien que nous ne pouvons pas expliquer ni à nous-mêmes ni aux autres quelle est l'essence d'une girafe ou d'une espèce d'arbre, etc. Et je crois que cette intuition qu'il existe ces différences importantes vient du fait que nos langues, les parleurs, nos interlocuteurs utilisent des différents mots. Ils font l'effort de distinguer entre ces différentes catégories. Donc, c'est important, bien que nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes aussi par ce système unique au monde, non dans le fait d'utiliser les outils, parce que bien sûr, il y a beaucoup d'oiseaux qui font des nids, etc., mais que les utiliser d'une façon aussi prodigieuse et d'apprendre aussi vite tant de classes d'objets, de formes et fonctions. Nous sommes aussi, je crois, la seule espèce qui utilise les simulations mentales pour inventer de nouveaux types d'objets. Et cette capacité de simulation, on le voit chez l'enfant dans la deuxième année de vie quand il fait de prétences. Et toutes ces capacités, je crois, apparaissent lorsque l'enfant maîtrise sa langue maternelle et surtout les phrases nominales qui servent à classifier les objets. Mais vous pouvez demander, est-ce qu'une langue naturelle peut être à la base des capacités d'apprentissage uniquement humaines? Et il semble qu'il y a beaucoup de raisons d'en douter. Je vous donnerai juste quelques-unes. D'abord, la parole mentale est lente. Quand on parle à soi-même, c'est assez lent, mais notre pensée est rapide. L'expérience est riche, beaucoup plus riche que les expressions que notre langue nous fournit pour les décrire. Les langues sont acquises et ça rend fragile, ça met l'enfant en danger de ne pas avoir ces catégories si il n'a pas accès à une langue. Et si les concepts, mais je crois que au fait, ces limites sont des avantages de ce système. Parce que si les concepts se développaient en dehors du langage et ils avaient cette productivité qui nous rend tellement flexibles dans notre apprentissage, à ce moment-là, l'enfant aura un énorme problème de recherche. Il aurait un infini de concepts et un problème de déterminer quel concept il devrait sélectionner pour utiliser dans telle et telle situation. Mais si les concepts se développent à mesure que l'enfant maîtrise sa langue, son répertoire va grandir peu à peu
à commencer par les concepts que nous, les adultes, implicitement, nous considérons les plus importants parce que nous les utilisons les plus fréquemment et nous les utilisons dans les situations où ils sont pertinents. Donc, ça donne à l'enfant des informations sur le sens de ces mots. Alors, je crois qu'une langue naturelle apprise de cette façon peut guider un enfant vers les concepts qu'il devrait maîtriser dans l'environnement où il se trouve. Alors, pour résumer, qu'est-ce qui permet aux enfants d'apprendre de manière aussi prodigieuse et flexible? Je crois qu'il y a deux composants, les noyaux de connaissances et la faculté de langage, qui nous donne un lexique ouvert, une syntaxe combinatoire productive et une sémantique compositionnelle. Et avec ces deux composants, je crois que l'enfant construit de nouveaux concepts en apprenant sa langue maternelle, transmis par les gens coopératifs et efficaces. Je voulais continuer pour demander qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tester une telle hypothèse, parce que je crois qu'il y a trois assez nouvelles approches qui vont être très fructueuses dans les années qui viennent. Mais je vais terminer juste avec un diapo qui est non. On peut peut-être discuter plus tard. D'abord, je crois qu'il commence à y avoir une relation productive entre les gens qui travaillent en informatique et surtout en intelligence artificielle d'une part, et ceux qui travaillent sur le développement cognitif chez le jeune enfant pour développer et tester des modèles informatiques de l'apprentissage chez le jeune enfant. Il y a aussi, depuis 20 ans au moins, je pense surtout, j'avais une diapo sur les recherches de Ghislaine Lamberts, qui nous donne un outil très, très riche pour voir la séquence d'opérations qui se passe dans le cerveau du bébé lorsqu'il voit un objet ou lorsqu'il apprend à partir d'un événement. Et je crois aussi qu'on commence à avoir des expériences qui sortent du laboratoire et va dans le terrain, dans les écoles, dans les familles, pour tester avec des essais, des expériments randomisés, contrôlés, les effets des interventions qui visent à aider l'enfant, surtout l'enfant en difficulté, à apprendre. Et je vais sauter sur tout ça pour terminer avec 3 défis. Parce que je présente ça comme hypothèse, je ne voudrais pas que vous sortiez d'ici en pensant que tout ça, c'est connu, c'est fini, on sait la réponse. 3 défis pour l'étude de la nature aussi bien que les origines de l'intelligence humaine. D'abord, pouvons-nous comprendre l'esprit du nouveau-né suffisamment en profondeur pour construire des machines qui pensent et qui apprennent de la même façon? 2, pouvons-nous comprendre les processus cérébraux prénatals qui permettent aux animaux qui sont plus précoces que nous et à nos enfants dès l'âge de 2 mois et peut-être avant, qui les permet de représenter les propriétés abstraites du monde au moment du premier contact avec des objets qui manifestent ces propriétés. Et finalement, pouvons-nous découvrir comment grandissent les connaissances d'un enfant aussi bien pour créer des interventions qui vont améliorer son développement. Jusqu'ici, on n'a pas de réponse à ces questions, mais avec de nouvelles méthodes qui arrivent, je crois que c'est un très bon moment pour les poser. Merci.